Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose qu'on a une petite présentation qui va un peu nous guider pendant 1 heure et demie. On va vous partager ça. Hop, voilà. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer en 1 heure et demie, hein, c'est de vous montrer un peu un état des lieux de la cybercriminalité en France en 2022. De voir quels sont les différents types d'attaques aujourd'hui en France. On fera un gros focus sur les actions de phishing, de hameçonnage et tout ce qui est lié aussi aux rançons logiciels, qu'on appelle aussi les ransomware. On aura évidemment un témoignage, donc le témoignage de l'entreprise Dumas et aussi de l'entreprise qui l'a accompagné à se remettre à flot. Et puis, on aura aussi une présentation du dispositif de la gendarmerie nationale, que ce soit en prévention ou d'aide aux victimes. Et puis pour finir, bien sûr, on parlera des bonnes pratiques et Aurore nous fera un petit focus aussi sur les pratiques RH. Donc aujourd'hui, le numérique, il est partout. Il est au travail, bien sûr, il est à la maison, sous toutes formes différentes, hein, que ce soit des ordinateurs, des serveurs, des PC. On parle aussi de smartphones, de tablettes, d'objets connectés. Aujourd'hui, même les industries sont connectées. Et tout ça, évidemment, cette hyperconnectivité, elle n'est pas sans risque parce que tout est interconnecté sur la toile. En fait, si on regarde un peu ça de manière graphique, notre consommation numérique en 2022, elle est assez gigantesque. Donc ça, c'est un rapport de Digital Report qui date de janvier 2023. Donc on voit un peu la conso sur 2022 et on voit que finalement, il y a plus de téléphones, de smartphones que d'habitants en France. Idem sur la partie réseaux sociaux, on a une activité qui est assez conséquente. Et au final, ce qui nous est dit, c'est qu'on passe plus de 5h30 par jour sur Internet et presque 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour dire qu'on est, entre guillemets, connecté H24 sur Internet, parce que la première chose qu'on fait le matin, c'est qu'on regarde son smartphone, et la dernière chose qu'on fait avant de se coucher, en général, on regarde aussi son smartphone. Et ça, au final, ça peut donner ça. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la partie supervision d'un fabricant de pare-feu qui voit en temps réel toutes les attaques qui peuvent se passer à travers le monde. Donc vous voyez que ça bouge. Il se passe beaucoup de choses. Alors bien sûr, hein, sur certaines zones qui sont plus impactées que d'autres, hein, États-Unis, Europe, Asie, un petit peu le Qatar, l'Arabie Saoudite, forcément, il y a de l'argent là-bas. Donc voilà, ça c'est à l'échelle mondiale, les attaques en temps réel. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités sur la partie cybercriminalité. Alors, quelles sont leurs motivations à ces gens-là? Alors ces gens-là, hein, c'est pas compliqué, c'est des réseaux mafieux. Hein. C'est pas des gens qui sont dans leur petit garage en train de bricoler des outils malveillants. Donc effectivement, quelles sont leurs motivations? On pourrait parler de sabotage, on pourrait parler d'atteinte à l'image, d'espionnage ou d'idéologie. Mais ce qui les intéresse le plus, c'est votre argent et vos données. Donc si on parle de données, en fait, de vos données, en fait, sur le dark web, on ne sait pas vraiment combien pourrait coûter, je ne sais pas, un passeport. Un passeport aujourd'hui, ça peut coûter quelques milliers d'euros sur le dark web. Alors tout dépend évidemment de la nationalité du passeport. Hein. Si c'est un passeport sénégalais, ça va pas coûter très cher. Si c'est un passeport français, ça peut coûter beaucoup plus cher. Idem, il y a des comptes mail qui sont aussi disponibles sur le dark web. De la même manière, mon compte Twitter, par exemple, il va pas vous coûter bien cher. Par contre, si c'est le compte Twitter de Taylor Swift, celui-ci il peut se revendre à des milliers de dollars. Donc, idem, évidemment, pour des données de carte bleue. Ça peut aller de 200 à 300 dollars. Et puis, au sens large, tout ce qui concerne les données à caractère personnel, suivant les données qu'on va pouvoir trouver, ça peut aller de 25 dollars à plus de 200 dollars à l'unité. Donc voilà, donc forcément, vos données rapportent quelque chose sur le dark web. Hop, quelques chiffres. Il se trouve que la France est le deuxième pays le plus attaqué en Europe. Ça, c'est des chiffres qui sortent du baromètre Césine. En fait, Césine, c'est un consortium d'experts en numérique et en sécurité. Et les chiffres qui en ressortent, c'est que il y a 52% des entreprises attaquées en 2022 et 60% des victimes de cyberattaques sont des TPE et des PME, c'est-à-dire vous et nous aussi, même à l'échelle de la CCI. On correspond à peu près, on est dans la typologie des entreprises attaquées. Le coût moyen,
Encore une fois, ça, c'est vraiment une moyenne, hein, donc ça peut aller de moins cher à beaucoup, beaucoup plus cher suivant la taille de votre organisation. C'est à peu près 18 000 euros. Mais si vous êtes une PME avec 1200 postes, bien sûr, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher. L'impact sur le business, en fait, ce qu'on voit, c'est que principalement, on note une perturbation de la production, une compromission d'informations, l'indisponibilité de votre site web, un retard sur les livraisons, une perte financière, et ça peut être aussi une perte d'impact sur votre image médiatique. Alors en fait, les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce que devient votre organisation si on vous vole votre fichier client, si on supprime votre base comptable, si votre site internet de e-commerce devient indisponible, si quelqu'un a accès à vos comptes bancaires, si on vous crypte les données de vos serveurs de fichiers, si on vous vole des données à caractère personnel, pire encore, si on vous vole des données à caractère personnel sur des mineurs. En gros, quel va être l'impact sur votre organisation en termes financiers, bien sûr, mais aussi juridiques, en termes de réputation ou d'irréputation si vous avez une activité forte sur Internet, en termes de compétitivité et surtout peut-être en perte de pérennité. Alors, pour autant, est-ce que Internet, c'est une zone de non-droit? Pas forcément. Aujourd'hui, pour l'État, l'administration, les entreprises et les citoyens, on a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En gros, son objectif, c'est d'anticiper les menaces au niveau national, de détecter des attaques potentielles, de qualifier des services et des produits avec les fabricants, d'informer le public, bien sûr, sur les bonnes pratiques, et puis de mettre en place des dispositifs de crise adaptés. On a aussi, pour le ministère des Armées, la cyberdéfense, hein, donc la DGA pour ne pas la nommer, la DGSI et la gendarmerie pour toutes les notions liées à la cybercriminalité. Pour tout ce qui concerne les données à caractère personnel, on a la CNIL, et puis on a d'autres organismes certifiés. Et on a aussi, et surtout, le RGPD, donc le Règlement général à la protection des données personnelles, donc qui est en place depuis le 25 mai 2018, l'objectif étant principalement de protéger les données à caractère personnel des citoyens européens. Le deuxième objectif aussi, c'est de cibler un peu et de responsabiliser les entreprises, les administrations, collectivités, associations, qui collectent des données à caractère personnel sur les citoyens européens. In fine, ce que ça veut dire, c'est qu'on se doit de protéger les données qu'on collecte. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment fort à exprimer dans ce règlement général à la protection des données. Donc, si on doit protéger ces données, il faut se former et s'équiper à la cybersécurité. Donc, l'autorité qui régule tout ça en France, c'est la CNIL. Sur leur dernier rapport d'activité, en fait, on a eu à peu près 4000 violations reçues, ce qui est vraiment peu, en fait. Donc, tout le monde ne déclare pas ces incidents-là à la CNIL quand il y a eu vol de données à caractère personnel. Je vais vous expliquer un peu les différents types de menaces. Il y en a principalement deux. Il y a les attaques de masse et les attaques ciblées. On va commencer par les attaques de masse. Donc, dans les attaques de masse, principalement, ce qu'on va retrouver, c'est les attaques par déni de service. Alors, comment ça se passe concrètement? On l'appelle aussi attaque DDoS en anglais. Le principe d'une attaque DDoS, c'est de paralyser un site de e-commerce, un site web, type le site de la FNAC ou peu importe. En gros, l'attaquant, ce qu'il fait, il attaque plusieurs machines, il infecte des machines à travers le monde, elles peuvent être aux quatre coins de la planète, peu importe. Et en fait, l'idée étant, c'est que ces machines-là, le jour où il appuie sur le bouton, vont envoyer un nombre de requêtes incalculable sur le serveur cible. Et du coup, le serveur devient complètement injoignable, il est complètement instable, et du coup, on ne peut plus consommer sur votre site de e-commerce. L'impact et les conséquences, c'est que si vous hébergez ce site chez vous, le service est complètement indisponible. Il y a de grandes chances pour que la bande passante de votre connexion Internet chute, ce qui fait que vous n'aurez même plus d'accès Internet. Et puis tout ça, ça va nécessiter des modifications onéreuses pour mettre en place de la sécurité sur votre réseau.
Concrètement, ça, c'est un sujet qui nous est arrivé il y a quelques années à la CCI, à notre centre de formation. On a l'équivalent du fameux Pronote pour l'éducation nationale. Donc, on hébergeait effectivement un site qui était disponible sur Internet pour les étudiants. Et donc, on s'est pris une attaque DDoS et elle était tellement forte que ça a fait chuter la bande passante de notre opérateur Internet. Et même les autres clients de cet opérateur en Charente n'avaient plus Internet. Donc, il a fallu mettre en place des équipements de sécurité pour contourner effectivement cette attaque par déni de service. Donc ça, c'est la première type d'attaque qui concerne uniquement, on va dire, les sites web. La deuxième attaque classique, c'est l'attaque de spam. Le principe, c'est que dans votre réseau, alors, nous, à la CCI, on a beaucoup de machines, il y a une machine qui n'est pas à jour, que ce soit au niveau de son Windows Update ou au niveau de son antivirus. Et donc, elle se fait infecter, en fait, donc quelqu'un a pris le contrôle de cette machine. Et l'idée, c'est que elle va envoyer des milliers de mails à la minute à votre carnet d'adresses, tellement important que forcément, votre opérateur, il va dire, oups, il y a un souci, et donc, je ne délivre pas ce mail, l'email est refusé. Et donc, du coup la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas que votre email qui est refusé. C'est l'adresse IP qui correspond à votre nom de domaine. Alors, nous, le nôtre, c'est charente.cci.fr et il a une adresse IP qui lui correspond. Eh bien, l'opérateur, il bloque cette adresse IP et du coup, vous ne pouvez plus écrire à aucun client Orange. Vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de clients chez Orange et donc là, en termes de business, ça devient compliqué. Donc, il faut faire attention effectivement à ce que, on le répétera plus tard, mais que toute votre machine, tous vos parcs soient à jour au niveau des antivirus et au niveau des Windows Update. Donc, principalement, c'est les attaques de masse qu'on va retrouver le plus sur le marché. On va plutôt passer et parler des attaques ciblées, parce que c'est ce qui nous concerne le plus aujourd'hui. Le principe d'une attaque ciblée, il est le suivant. En gros, je collecte des informations sur les collaborateurs de l'entreprise. Alors là, je peux utiliser plein de biais différents, mais en général, ça peut aussi passer via les réseaux sociaux. Et là, on parle d'ingénierie sociale. La deuxième action, c'est que maintenant que j'ai récupéré plein d'informations sur les collaborateurs de l'entreprise ou de l'organisation, je vais leur envoyer un petit phishing, un petit hameçonnage. L'idée étant de pouvoir y intégrer un malware pour m'introduire dans le réseau, en fait. Troisième étape, il faut que je prenne contrôle du réseau de l'entreprise. Donc là, je vais essayer de chercher, maintenant que je suis introduit, les comptes qui sont des comptes d'administration dans l'entreprise. Comme ça, je vais pouvoir élever mes droits et je vais pouvoir exécuter un vrai virus type un ransomware. Ça, c'est le fonctionnement d'une attaque ciblée, en fait. On va faire un petit focus, je vais vous montrer tout ça sur la partie phishing et sur la partie ransomware. Donc tout le monde connaît le hameçonnage, on en parle beaucoup en ce moment. Donc c'est une technique frauduleuse qui incite l'internaute à communiquer des données personnelles, mais pas que personnelles, ça peut être aussi ses données bancaires. Et là, en général, ce qui se passe, c'est que vous recevez un courriel ou un mail qui reprend la charte graphique d'une administration ou d'une entreprise que vous connaissez bien. Et l'objectif, c'est en fait de vous attirer sur un faux site pour récupérer vos codes d'accès tout simplement. Donc ça peut être des codes d'accès à Office 365, aux impôts, etc. J'en passe, on les a sous toutes les formes. Donc, on vous donne un petit exemple, c'est en fait là c'est un faux spam. Nous on travaille avec une société qui teste les collaborateurs de la CCI toute l'année. Et là c'en est un justement. C'est alors l'exemple, prélèvement à la source. On m'informe qu'il y a eu un trop perçu en ma faveur, qu'il faut que je récupère mes 50 €. Donc j'ai deux possibilités, ne rien faire ou alors cliquer ici. Donc bien sûr, je vais cliquer ici. Mais l'idée, c'est ça, c'est de voir un peu quelle est la charte graphique et puis surtout de voir qui vous envoie ça. Parce que quand vous voyez Centre des impôts et en face, remboursement-impôt@informatique.com, bon, ça pose quand même un souci. Vous, vous doutez bien que ce n'est pas la véritable adresse. En tout état de cause, si je clique ici, on vous l'a fait pour la démo. Ça vous renvoie sur ce site-là que vous connaissez tous. Donc, c'est le site des impôts.gouv.fr. En fait, concrètement, il se trouve que c'est pas le vrai site. C'est nous qui l'avons fait. On l'a fait
allez, même pas 10 minutes avec un de nos développeurs. Donc, c'est pas du tout le site des impôts. En fait, si vous vous connectez là-dessus, bah, derrière, ça va juste enregistrer vos logins et mots de passe. Vous allez tomber sur une page d'erreur. Par contre, nous, ça nous aura envoyé tous vos logins et tous vos mots de passe. Donc, c'est ça le principe d'une attaque de phishing. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, celui-ci, mais en tout cas, vous voyez, ça, c'est le faux. Et ça, c'est le vrai. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Là, il y avait la petite barre effectivement rose parce qu'on ne l'a pas mis sur un site internet, on l'a mis en local sur la machine. Mais sinon, c'est exactement la même chose en fait. Voilà, donc c'est le principe du phishing. Donc en prévention, bien sûr, bah, vous communiquez jamais d'informations sensibles, que ce soit par messagerie ou par téléphone. Et puis plutôt que de taper sur le lien, bah, connectez-vous directement sur le site. Comme ça, vous êtes sûr à 100% de ne pas vous faire hameçonner. Vous pouvez aussi vérifier l'adresse du site, hein, tout simplement. Hein, ça, c'était pas compliqué aussi. Et puis, on en parlera aussi. Si le site vous permet, il faut absolument activer la double authentification. On en reparlera tout à l'heure de ça. Par contre, effectivement, si vous êtes victime, bah, dans l'idéal, il faut contacter directement l'organisme concerné. S'il s'agit d'activités sur votre compte bancaire, bah, vous faites opposition immédiatement. Bah, si vous avez communiqué un mot de passe, il faut changer aussi de la même manière, immédiatement. Et puis, conservez toujours les preuves, que ce soit un ransomware ou du hameçonnage. Donc, vous conservez le message et puis après, bah, vous déposez plainte à la police ou à la gendarmerie. En gros, voilà ce qu'il faut faire. Hop. Le problème, c'est que bien souvent, le phishing, bah, c'est la porte d'entrée pour introduire un ransomware, un rançon logiciel, dans une organisation. Donc, on va en parler d'ores et déjà. Alors, le rançon logiciel, c'est un peu le fléau hein, aujourd'hui. On parle que de ça. En gros, bah, c'est un malware qui chiffre, qui crypte tous les fichiers de votre organisation. Et en échange, bah, pour retrouver vos fichiers, bah, on vous demande une rançon. Donc, on a récupéré une petite vidéo qu'on va vous passer. Et vous allez vite comprendre comment ça marche. Donc voilà, un rançon logiciel, ça marche comme ça. On a pris un exemple avec une personne, en fait, qui... Voilà, là, on voit son mail. Il vient de recevoir une pièce jointe. Donc, je vais faire une pause sur la pièce jointe. Parce que vous voyez, en gros, c'est pas un document Word classique, ça. C'est un document Word, à l'extension, on le voit, c'est DocM. Normalement, on parle de DocX quand on reçoit un document Word. Donc faites toujours attention aux extensions. Il faut toujours qu'elles soient affichées, en fait. DocM, ça veut dire qu'il y a une macro dedans. Et en général, les ransomware, pas tous, mais il y en a beaucoup qui s'exécutent avec des macros. Donc, en gros, faut bannir ce genre de choses. Dès que vous voyez DocM, posez-vous beaucoup de questions parce que c'est pas clair. Donc, on voit son ordinateur derrière hein, avec ses images, etc. Je vais continuer. Hop. Donc là, il a lancé bien sûr le DocM. Là, ça lui dit attention, il y a un contenu un peu bizarre. Il l'édite quand même. Là, attention, ça lui dit attention, il y a une macro là-dedans. Il l'édite quand même. Et là, vous allez voir, c'est instantané. Sa machine va se retrouver complètement cryptée. Voilà. Et derrière, ce qui va s'afficher, en fait, c'est la demande de rançon. Donc là, il ne peut rien faire. Là, il va essayer d'ouvrir ses fichiers avec divers logiciels, il ne pourra pas. Donc ça va lui demander, effectivement, ça lui dit j'ai crypté toute ta machine, il faut que tu ailles sur le dark web pour me payer en bitcoin, etc. Quoi. Voilà, il ne vous reste que ça. Donc ça, c'est à l'échelle d'un PC, ça va. Quand c'est à l'échelle d'un réseau d'entreprise, c'est la catastrophe. Donc voilà, là, il essaye de l'ouvrir. Bon, moi, il doit voir que ça ne fonctionne pas, que c'est fini. OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, c'est devenu un peu une industrie, ces ransomware. C'est des réseaux mafieux, on en a parlé. Hein. Et en fait, c'est tellement devenu une industrie que c'est devenu un nouveau modèle commercial, en fait. On parle de RAS, c'est-à-dire qu'on parle de ransomware as a service. On a parlé pendant longtemps de software as a service, des logiciels cloud. Aujourd'hui, il y a certains réseaux mafieux qui les louent, ces services-là. Pour 400 $ par mois, vous pouvez vous fabriquer votre propre ransomware, en fait. On va vous montrer à l'écran ce que ça donne concrètement. Et là, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, hein, mais il ne faut pas avoir de talent d'informaticien pour construire son propre ransomware sur le dark web, en fait. Donc là,
En fait, Philadelphia, c'est un réseau mafieux qui s'est fait démanteler il y a 2 ans à peu près, et en fait, qui proposait ce type de service. Donc, je vais vous montrer à l'écran concrètement. Donc voilà, vous vous loguez avec un login password. Vous vous retrouvez devant cette interface là, en fait, derrière laquelle vous allez pouvoir générer le propre logiciel. Donc là, vous avez le texte, vous choisissez la langue, vous pouvez l'envoyer en français, dans toutes les langues en fait. Je vais le laisser finir. Hop. Et puis derrière, il suffit de lui indiquer le texte de la rançon, en fait, tout simplement. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué, il n'y a aucune notion d'informatique, hein. Vous pouvez éditer les couleurs, vous pouvez éditer la programmation, dire celui-là, il va se déclencher dans 6 heures, dans 2 jours, dans 1 an, etc. Donc, vous pouvez le mettre bien en amont sur un réseau d'entreprise et choisir est-ce que ça va encrypter toutes les données ou alors comment. Vous pouvez même choisir les couleurs, c'est formidable. Mais voilà, tout ça pour dire que après, ça vous fait un exécutable, et puis vous mettez ça dans une macro, dans un Word, et puis vous envoyez ça, et puis hélas, ça peut crypter tout un réseau d'entreprise. Et ça, c'est des services qui sont loués sur le dark web pour finalement peu cher, quoi. Donc c'est pour ça que ça se multiplie aussi, hein. Du coup, on a souhaité effectivement, et on les remercie beaucoup, de faire témoigner l'entreprise d'Humain Industrie avec son dirigeant, Sumon, qui va un peu vous expliquer comment ça s'est passé. Il va se faire interviewer par Aurore. Et puis après aussi, on aura le témoignage de David Foulatier, qui est le dirigeant de Quorum Secure, qui va nous expliquer un peu comment il a réussi à remettre à flot d'Humain Industrie. Je passe le micro, Aurore. Simon et Davy, on va vous mettre devant l'arène, devant tout le monde. Ouais, on va s'asseoir, ça va être plus. On va faire une petite pause. Donc, bonjour Simon, bonjour Davy. Donc, Simon, est-ce que tu pourrais présenter ton activité, un petit peu ton cursus? On a 10 minutes, un quart d'heure maxi pour le témoignage. Et ensuite, je te demanderai quelle vision tu avais de la cybersécurité avant l'attaque, et plus globalement, protection du numérique, etc. Et après, tu nous raconteras un petit peu les circonstances de l'attaque et puis ta vision maintenant de la cybersécurité après cet incident, on va dire. Donc bonjour, je m'appelle Simon Dumas, donc je suis gérant de la société Dumas Industrie. J'ai repris l'entreprise suite au décès de mon papa en juin 2022. On est spécialisé dans l'usinage de précision, chaudronnerie, maintenance et transfert industriel. On est 18 salariés, on est basé à La Braconne, à Mornac. Donc voilà. Un jour, comme question. Ah oui, ma vision de la cybersécurité. Ouais. Vous avez fait un petit diagnostic de la CCI ouais, vous m'aviez alerté sur certaines choses. C'était pas ma priorité de suite parce que je reprenais la boîte suite au décès de mon père. J'étais pas du tout dans le métier parce que j'étais pompier professionnel avant, donc j'avais d'autres chats à fouetter, comme on dit. Mais bon, je pensais pas que j'allais être attaqué comme ça. Donc voilà, on a fait un diagnostic. Je m'étais pas soucié de me faire attaquer un jour de novembre 2022. Donc voilà. Donc, les circonstances de l'attaque. Alors, c'était un jour de novembre 2022. J'étais en rendez-vous extérieur chez un fournisseur avec ma secrétaire. Donc je suis parti tout simplement, et en fait mon téléphone a commencé à sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Mon chef d'atelier qui m'appelait, donc je répondais pas parce que j'étais en rendez-vous, donc voilà. Mais bon, il y a un moment, je me suis dit, je vais peut-être décrocher. Et là, j'entends mon chef d'atelier tout paniquer au téléphone. On a un souci. Les écrans sont noirs, on peut plus rien faire, et tous les fichiers ont une extension en fait. Donc la première chose qu'ils ont fait déjà, c'est débrancher la ligne internet pour éviter. De toute façon, c'était trop tard, le mal était déjà fait. Donc au final, le rendez-vous fournisseur s'est terminé. On est rentré en urgence. J'ai appelé Aurore, je crois, à l'époque, Jean-François.
pour avoir une solution rapide à mon problème. Et au final, c'est vrai qu'on m'a rapproché de Davy, qui était aussi un ami, mais j'ai pas pensé à lui tout de suite. Donc voilà comment s'est passée l'attaque. Ça a commencé par le bureau méthode, donc pas dans les bureaux, dans le bureau méthode. Et après, ça s'est propagé au bureau de contrôle pour tout ce qui est métrologie. Et puis après, ça s'est développé, ça s'est mis sur le serveur. Et puis après, on ne pouvait plus rien faire. Juste pour info, cette attaque, elle a duré, elle a été rapide. Ça m'a coûté de l'argent parce que ça m'a tué un PC, méthode, 2 jours de production. Les machines sont tous reliées au réseau Internet, donc les machines à commande numérique sont reliées parce qu'on envoie tous les programmes par le réseau, tout simplement. Donc 2 jours de production en moins. J'avais 8 personnes entre guillemets au chômage technique pendant 2 jours. Donc voilà. Après, l'entreprise de Davy est arrivée, 2 ingénieurs sont arrivés. Et puis ils ont fait le reste, quoi. On a été en mode dégradé, donc plus de téléphone non plus, puisque le téléphone, le standard, ça passe par l'IP, donc par Internet. Donc pas de téléphone non plus, pas d'Internet, enfin rien en fait. Vous êtes coupé du monde. Voilà. Vous avez identifié qui a ouvert la porte ou comment ça s'est passé? Ça a été compliqué, je pense, de trouver. C'est parti du bureau méthode. Alors, est-ce que c'est une clé USB? Est-ce que c'est les mails? Pas trop, parce que tout ce qui est salarié n'ont pas de mail. Moi, je peux consulter mes mails n'importe où, mais les salariés n'ont pas de boîte mail. Donc voilà. Et on va faire intervenir Davy après. Je voulais juste ta vision maintenant. Si tu pouvais donner un conseil aux dirigeants sur la cybersécu. Écoutez, 2 jours de production, pour nous, à notre échelle, ça coûte de l'argent. Forcément, on travaille pour des grosses sociétés, Naval Group, plein de choses. Donc voilà. Un PC, ça coûte de l'argent quand on fait de la programmation FAO. Et puis les 8 personnes entre guillemets au chômage technique, ça coûte aussi de l'argent. Et puis ça m'a coûté aussi quand même un peu d'argent pour payer la société de Davy, ce qui est logique. Mais aujourd'hui, j'ai changé ma vision, j'ai changé d'antivirus, j'ai mis en place des choses, j'ai encore des choses à mettre en place. Voilà, on fait un plan parce que forcément la sécurité ça coûte et j'ai aussi des priorités, mais c'est une priorité à ne pas négliger. Voilà, parce qu'on a des données de clients, on a des données forcément des salariés. Plein de choses et forcément, j'ai pas la demande de rançon en fait, on n'en a pas vu. Est-ce qu'elle sera intervenue après ou je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai rien payé à part l'intervention en fait pour me rétablir. Voilà. Merci. Davy, est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Puis Oui. pareil, les circonstances de l'appel de Simon et comment vous êtes intervenu sur site? Ouais, alors je vais faire court parce que je vois Frédéric qui s'inquiète, c'est que je suis toujours très long dans mes témoignages. Quorum Group, c'est un ensemble où on fait surtout du logiciel pour les professionnels et on a aussi une branche d'activité sur des produits de cybersécurité, ce qui fait qu'on est assez sensible à ces sujets-là. Et on travaille pour des boîtes comme Airbus, Onera, MBDA, enfin dans le milieu de la défense beaucoup, sur des protections logicielles, systèmes anti-piratage et toutes les solutions de cryptage. Donc tous mes ingénieurs sont formés et connaissent le milieu de la cybersécurité, même si on intervient sur le type d'entreprise de Simon sur des parties qui sont à l'origine plutôt logicielles. On a la chance d'avoir cette double casquette. Voilà. On n'est pas très nombreux, on est en Charente et on a reçu donc un mercredi après-midi. J'étais à un salon à Tours et je reçois un appel de Simon. J'ai été piraté, qu'est-ce qu'on fait? Je dis tu cherches pas, tu coupes tout. Le premier réflexe, c'est de tout couper et de compartimenter. Si vous éteignez tout et que vous débranchez tout, il ne faut pas avoir peur, tant pis, de toute façon, c'est foutu. Donc, il vaut mieux tout couper et essayer de prendre de vitesse la contagion, parce que si vous laissez brancher le système, vous risquez de le voir s'étendre à d'autres appareils qui éventuellement n'ont pas été touchés. C'est ce qui nous a sauvés dans le sauvetage de Dumas Industries, puisque Simon a tout débranché dès que je lui ai dit, ils ont fait le nécessaire, donc ça veut dire modem, électricité, câble réseau, on isole tout, on coupe tout, on débranche tout. C'est pas grave, on rebranchera après.
Ça, c'était la première chose. Ensuite, dans la demi-heure, on avait 2 ingénieurs de Quorum qui étaient sur place. Et là, donc, le but, c'est de faire un diagnostic et de tout collecter. Ensuite, c'est de comprendre par où est arrivée l'attaque et quels sont les dégâts. Donc, mesurer, quantifier, isoler. Et puis après, une fois qu'on a eu compris, parce que c'est assez simple hein, de retrouver les traces et on a su tout de suite à qui on avait affaire. Bon, comme on n'est pas du genre à vouloir céder à la contrainte, et Simon non plus, on a dit on payera jamais. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. Donc, on a eu la chance. Et c'est vraiment un coup de bol, c'est qu'on avait une sauvegarde qui fonctionnait du Industrie et le fait d'avoir tout coupé a évité que la contagion se propage à cette unité de sauvegarde. Sans ça, c'était plié, il n'y avait plus rien. Donc, alors on aurait peut-être pu par d'autres techniques essayer de décrypter, etc. Mais enfin, ça devient beaucoup plus complexe et plus coûteux. Donc, heureusement qu'on n'a pas été contraint d'aller aussi loin. En tout état de cause, on a pu remonter sur un serveur NAS une unité de sauvegarde qui était à jour et qui était faite. Et là, c'est un point crucial dans vos entreprises. Beaucoup me disent, quand j'arrive en intervention, oui, oui, c'est bon, j'ai des sauvegardes. Ouais, 9 fois sur 10, elles ne fonctionnent pas, elles ne sont pas à jour, saturées, le disque est plein, elles ne sont pas exécutées correctement, il y a une licence qui est expirée, ou alors elles sont faites et on ne peut pas les récupérer vraiment parce qu'elles sont dans un format où on n'arrive pas à le décompresser. Enfin, je vous passe les détails, mais une vraie sauvegarde qui fonctionne, c'est une sauvegarde qu'on est capable de restituer, qui est bien à jour et régulière. Ça, c'est un point clé aussi. Tout ça pour dire qu'en fait, la cybersécurité, vous aviez posé la question à Simon de savoir comment c'était arrivé. On ne sait pas trop par où c'est rentré, mais ça peut être une clé USB, un mail, ça peut être souvent un utilisateur ou un opérateur qui, sur son temps de travail, à la pause déjeuner, il était chercher un truc sur Internet, c'était voilà, la période des fêtes arrivait, peut-être qu'ils ont voulu faire un cadeau et autres, ils ont été sur un site un peu louche, ils se sont chopés un truc. Ça peut arriver et c'est la faute de personne parce que, bien entendu, ça peut arriver même aux meilleurs. On peut tous se faire avoir. Les systèmes d'hameçonnage, de phishing, de ransomware sont de plus en plus sophistiqués, de mieux en mieux faits, c'est de plus en plus difficile de les détecter. Donc voilà, c'est rentré par ici, ça a infecté un premier PC, ça s'est propagé au réseau, et puis donc, je dirais que nous, une fois qu'on avait isolé, testé, on a remonté ça dans une salle blanche chez nous qui est coupée de tout système et on a rebranché système après système. Donc on a remonté les disques durs de sauvegarde sur quelque chose qui était protégé. Et la difficulté pour le redémarrage, et ce qui explique que ça peut être long parfois de redémarrer, c'est qu'en fait, vous devez systématiquement, donc on travaille par ordre de priorité. Donc on a demandé à Simon quelles étaient les priorités pour lui pour qu'il puisse retravailler au plus vite et perdre le moins d'argent possible. Et là, on en a défini la liste dans laquelle on allait, par ordre de priorité, remettre en route les différents services auxquels on avait accès. Et à chaque fois, on a dû s'assurer qu'une fois qu'on remettait quelque chose up, on n'allait pas recontaminer le système. Donc on a dû nettoyer tout ce qui l'était, vérifier que c'était sain, et après on a dû tout remettre au fur et à mesure. C'est souvent ce qui peut être long dans une restauration, une mise en service. Bref, c'était le mercredi après-midi, le jeudi soir, tout fonctionnait. On a eu un bol monumental que ça n'avait pas tout infecté, et le réflexe, c'était de tout éteindre. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, ça veut dire que si tout avait été écrasé, l'activité ne pouvait pas redémarrer avant des semaines, des mois. Sur le serveur, il y avait tous les programmes des machines à commande numérique avec tous les plans et les commandes et les fabrications des machines-outils. Donc, vous aviez... Même mon ERP n'est pas full web, donc mon ERP est sur mon serveur. Donc, c'est pareil, ça aurait pu... De toute façon, on était coupé du monde. Je n'étais pas assuré aussi au niveau assurance, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les assureurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils proposent des assurances pour tout ce qui est piratage et tout. Je n'étais pas assuré non plus. Donc, voilà. Et pourtant, je suis une petite PME, donc je ne me disais pas, je vais me faire attaquer un jour. Hein. Bah si, en fait. Parce que je pense que les individus derrière, ils peuvent s'attaquer à des grandes boîtes ou des hôpitaux ou des choses comme ça, mais au final, une petite PME, il y a peut-être moins de protection, c'est plus facile et peut-être qu'on payera plus facilement. Donc voilà. Ça veut dire que si l'attaque avait duré trop longtemps, ça aurait pu même mettre en péril l'avenir de l'entreprise. Complètement, parce que si je produis pas, alors j'ai 3 activités, donc on ne pouvait pas non plus délester. Mais mes machines à commande numérique, si j'ai pas de PC, je peux pas fabriquer en fait.
Voilà. Au pied de la machine, ça se fait, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup pour votre témoignage. Parce que dans les faits, nous, on l'estime à beaucoup plus long le temps de redémarrage, suivant la taille de l'entreprise et suivant ce que vous avez comme sauvegarde. Pour nous, hop, ça pourrait ressembler à ça, en fait, un délai de remise en service. Pour nous, CCI, par exemple. Et encore, je pense que 3 à 6 mois, on est un petit peu light. Parce qu'effectivement, déjà, effectivement, le temps qu'on se rende compte de ce qui se passe sur notre réseau, ça peut prendre un peu de temps. Et puis nous, en tant qu'administration, ben, forcément, on va déposer plainte à la gendarmerie. S'il y a eu vol de données à caractère personnel, bah, faut notifier à la CNIL. Et en fait, le règlement général à la protection des données dont on vous parlait tout à l'heure, bah, il vous impose de communiquer aussi à vos clients, à vos fournisseurs et à vos partenaires qu'il y a eu un vol de données sur votre réseau. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, bah, effectivement, là, comme il a dit, hein, on éteint tout. Donc, on éteint l'infrastructure. Et puis derrière, ben, on fait appel à par des professionnels pour analyser le réseau. Ils vous accompagnent. Derrière, il faut tout resécuriser. Et puis, ben, effectivement, on réouvre pas tout d'un coup. On fait une réouverture partielle. Et au final, avoir une remise en production, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Donc ça va peut-être faire une petite redite, mais par rapport à ce qu'on a dit, et surtout il y a quelques minutes, c'est que les mises à jour de sécurité, elles sont inévitables. Il faut vraiment les faire. Idem pour la partie antivirus. Si vous avez un pare-feu, bah, effectivement là, il pourra aussi vous aider hein, dans le filtrage. Et puis, bah, effectivement, on a dit ça peut venir de clé USB, ça peut venir de mail. Dans le cas où ça vient de courriel, bah, vérifiez bien les pièces jointes que vous recevez. Vérifiez bien les pièces jointes et puis faire attention effectivement aux différents expéditeurs. Pareil, n'essayez de ne pas installer d'applications ou de programmes piratés. Évitez les sites qui ne sont pas très sûrs, comme on a pu voir à l'instant. Et puis, utilisez des mots de passe suffisamment complexes. Et puis, dans l'idéal, il faut les changer régulièrement. Et surtout, comme on disait, faites des sauvegardes. Et dans l'idéal, on en parlera tout à l'heure, mais c'est d'avoir des sauvegardes qui sont déconnectées du réseau. Parce que quand vous prenez un ransomware, en fait, il est aussi capable de vous crypter vos sauvegardes, bien entendu. Et puis un point qui est vraiment important aussi, n'utilisez pas de compte avec des droits d'administrateur. Même nous, les informaticiens de la CCI, on n'utilise pas de compte pour aller surfer sur Internet. On a des comptes utilisateurs classiques. Pourquoi? Parce que souvent, un ransomware, ça nécessite d'avoir des droits d'administrateur pour se connecter. Donc l'idéal, c'est d'avoir 2 comptes, en fait, un compte utilisateur et puis un compte administrateur qui ne sert que pour installer des logiciels. Si vous avez été victime, on le disait, hein, éteignez votre connexion à Internet de suite. Bah, alertez votre prestataire, bah, c'est ce qu'a fait Simon. Ne payez pas la rançon, bien évidemment. Conservez les preuves de ce qui reste, en tout cas. Et puis, déposez plainte, soit au commissariat de police, soit à la gendarmerie. Et puis, s'il y a eu violation de données, bah, il faut notifier à la CNIL. En tout cas, après, effectivement, l'idéal, c'est de se faire accompagner, assister par des professionnels qualifiés pour identifier les sources de l'infection, pour prendre les mesures nécessaires pour qu'elles ne reviennent pas. Parce que souvent, il est même arrivé que dans nos sauvegardes, on sauvegarde des ransomware qui vont se déployer plus tard. Et puis, effectivement, un accompagnement pour sécuriser et puis remettre en fonction. Et au final, restaurer les données. Donc, le cycle, il peut être long hein, pour une remise en production. Bonjour à tous. Donc, nous sommes 2 gendarmes donc, de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie d'Angoulême. Donc, on est là aujourd'hui pour appuyer et aider la CCI dans cette démarche de sensibilisation cyber. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du commandant de groupement de la gendarmerie de la Charente, le colonel De Penfentegno, et de son adjoint, le colonel Martel. Qui seront là à disposition à la suite de l'atelier pour échanger avec vous et qui montrent que le cyber pour la gendarmerie est quelque chose d'important, c'est une des priorités majeures. Donc au niveau national et en Charente également, on s'organise pour essayer
d'aider tout un chacun, aussi bien les particuliers que les professionnels, pour lutter contre ce fléau des cyberattaques. Je devrais pouvoir récupérer ma petite présentation. Je vais parler un petit peu de mon service en attendant que ça revienne. On est chargé en fait d'accompagner, on va dire, en amont d'une crise, pendant la crise et après la crise. Donc on participe à des sensibilisations de ce type, hein, comme aujourd'hui, afin d'éviter d'arriver dans des cas d'attaque comme Monsieur Dumas a subi. Mais il y a également toute une partie dans notre service. On a 2 experts qui sont chargés de la criminalistique numérique et qui sont là pour aider pendant la crise et également après la crise, pour essayer de trouver les attaquants, de récupérer des données. Donc voilà en gros les missions de notre section. Si malgré les bons conseils prodigués par différents acteurs, la CCI, l'ANSSI, la gendarmerie ou autres, vous vous faites avoir par une cyberattaque, il y a quelques réflexes à avoir. Donc notamment pour les PME, les ETI, donc les entreprises charentaises. On a la chance dans la région, alors on n'était pas précurseur, mais c'était une des premières régions à disposer d'un campus cyber depuis le printemps dernier, qui s'est ouvert sur Pessac, à côté de Bordeaux. Alors ils proposent des actions, ils peuvent aussi accompagner sur de la sécurisation, mais ils ont aussi ouvert un centre de réponse à incidents cyber qui permet et qui est ouvert aux entreprises aux heures ouvrées, en contactant ce numéro 0805 29 29 40, d'avoir une oreille et un expert au téléphone qui peut effectivement donc prodiguer les conseils qu'ont donné Quorum Secure, hein, de couper, d'isoler les machines infectées. Ça peut être effectivement ce type de conseil et peut aussi orienter vers des prestataires ensuite pour accompagner à la gestion de crise et accompagner aussi à la période de remédiation, de reconstruction des systèmes d'information. Il est important aussi de parler, avant ce campus cyber qui n'existait pas, c'était cybermalveillance.gouv.fr qui existe toujours et qui est accessible si jamais vous vous faites avoir de manière personnelle et non professionnelle. Il a aussi l'avantage d'être dispo en ligne tout le temps. Donc il y a beaucoup de conseils intéressants sur la prévention, mais il y a aussi un petit encart où on peut déclarer son incident cyber. Alors c'est moins personnel que d'avoir quelqu'un au téléphone, mais c'est ouvert aussi tout le temps. Ça peut donner les premiers gestes, hein, si jamais votre prestataire informatique ne répond pas tout de suite. Décrivez, agissez, soutien. Voilà, c'est un petit peu sur le même principe que propose le campus, sauf que c'est en ligne et c'est ouvert pour tous. Pour le dépôt de plainte, effectivement, c'est bien, la CCI l'a indiqué à plusieurs reprises, c'est important de prendre conscience de l'importance justement de déposer plainte, et ce pour plusieurs raisons. Une des premières, c'est d'être reconnu comme une victime, de faire valoir vos droits. Monsieur Dumas parlait des assurances cyber. Je crois que dans toutes les assurances cyber, il y a une clause, hein, si vous voulez que ça fonctionne, il faut avoir déposé plainte. Ça apporte en fait de nombreux avantages. C'est important pour nous de pouvoir savoir comment en fait évoluent les cyberattaquants. Ça permet pour nous de connaître leur technique. Ça peut permettre de faire des recoupements, c'est-à-dire s'il y a des attaques similaires, on peut essayer, c'est plus facile d'aller chercher les attaquants, parce qu'on entend toujours que c'est compliqué de savoir qui est derrière, ce qui est vrai, mais c'est pas impossible, et dans certains cas, il y a des résultats et les attaquants sont démantelés. Ça peut aussi permettre d'éviter et entre guillemets de se prémunir des usurpations d'identité futures, parce que même si une attaque peut vous paraître anodine, vous dites, bon, mais finalement, qu'est-ce qui se passe, je peux quand même continuer à produire, je peux quand même continuer à travailler. Derrière, vous n'avez pas vu, mais ils ont aspiré toutes vos données, et avec ces données-là, en fait, ça a de la valeur pour eux. Ça peut leur permettre
de rebondir et de faire des attaques un peu plus ciblées à l'aide des infos qui vous ont dérobé. Et si jamais on remonte et qu'on se rend compte que c'est suite à une fuite de données de chez vous et que vous n'avez pas porté plainte, vous pouvez être embêté juridiquement. Je me souviens d'un chiffre qui date un petit peu, alors il n'est pas remis à jour, mais je sais qu'en 2021, le service statistique de la gendarmerie avait communiqué sur le fait qu'il y avait seulement une attaque ransomware sur 250 qui donnait lieu à un dépôt de plainte. Alors, c'est un chiffre qui est difficile à évaluer, mais il paraît que ça progresse un petit peu sur leurs estimations. Je pense qu'à force de marteler, de dire que le dépôt de plainte était important, que ça pouvait aussi vous ouvrir une boîte à outils plus grande. Si vous n'êtes pas accompagné, vous vous sentez un petit peu démuni, la gendarmerie peut se déplacer. Nous, on n'aura pas la force de frappe pour pouvoir rétablir votre système, mais on pourra vous aiguiller vers des prestataires labellisés et qui pourront vous permettre de vous accompagner au mieux dans la gestion de cette crise. Et dans tous les cas, effectivement, porter plainte participe au fait de pouvoir lutter contre la cybercriminalité, parce que c'est un combat collectif. Que ce soit aussi bien les particuliers, les professionnels. Nous, on intervient pour ces différents publics, pour les administrations également. Le secteur public, privé, c'est vraiment, il faut jouer collectif. C'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats. Donc pour déposer plainte, plusieurs guichets s'offrent à vous. Les plus connus, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, vous serez accueillis pour prendre votre plainte. Vous pouvez également adresser directement votre plainte au procureur de la République. Le 17, l'appel police secours, les opérateurs connaissent les premiers gestes à distribuer, on va dire, aux victimes d'incidents cyber. Le projet d'un numéro spécifique 17 cyber avait été annoncé il y a quelques temps par arrivée. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir le numéro vert. Alors, il est un peu plus compliqué que le 17 à retenir, mais vous pourrez être réacheminé vers ce numéro. Et si jamais vous avez encore accès à Internet, malgré l'attaque, la brigade numérique de gendarmerie peut également prendre votre plainte. Donc ça, en fait, c'est une unité qui est disponible aussi 24 heures sur 24, comme le 17, pour pouvoir prendre vos plaintes et vous donner aussi les bons conseils en cas d'attaque. Dans notre action de sensibilisation, on propose un outil de prédiagnostic cyber dont Johan va vous exposer les grandes lignes, donc qui est accessible pour les entreprises. Bonjour. Donc, au vu de tout ce qu'on a vu depuis le début, les diapositives qui sont passées, vous avez vu que malheureusement, les cybermenaces sont nombreuses et variées. Elles peuvent accéder à vos systèmes d'information, le réseau informatique, on appelle ça comme ça, le système d'information. Elles peuvent accéder à votre système d'information de différentes manières. Et donc, pour se prémunir, pour se protéger au maximum de ces cybermenaces, il va non pas falloir agir sur un seul facteur, mais sur différents facteurs au niveau de votre entreprise. De la même manière, aucune solution n'est parfaite. Aucune solution ne peut vous garantir à 100% que vous n'ayez pas de conséquences sur votre système d'information. Il va donc falloir aussi réfléchir en amont comment faire pour diminuer au maximum l'impact que va avoir cette attaque sur votre entreprise. Si vous faites l'objet d'un rançongiciel, diminuer au maximum le nombre de machines qui vont être chiffrées, les serveurs qui vont être chiffrés. Si vous faites l'objet d'une fuite de données, eh bien, diminuer au maximum la quantité de données qui vont être qui vont partir, qui vont fuir de chez vous, et surtout la sensibilité des données. Toutes les données que vous possédez n'ont pas la même sensibilité, et peut-être il faudra choisir quelles données vont être plus sensibles que d'autres. Et donc tout ça, il faut réfléchir en amont. Enfin, comme on en a parlé tout à l'heure, la remédiation, le moment où on va reconstruire le système d'information, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, et il faut réfléchir en amont pour diminuer au maximum ce temps-là, et faire que ça se passe bien. Et vous en parlez des sauvegardes. Si en amont, on n'a pas vérifié nos sauvegardes, si on n'a pas vérifié qu'elles fonctionnaient bien, après l'attaque, on va être embêté. Pour avoir toute cette réflexion, la gendarmerie a mis en place un pré-diagnostic
qu'on appelle Diagonale, et qui va nous permettre de venir vous aider dans cette réflexion et dans ces choses peut-être à faire sur votre système d'information ou sur votre entreprise en général. Quels sont les objectifs? Eh bien, d'abord, sensibiliser l'entreprise au risque cyber. Parce que si le chef d'entreprise et le DSI ont conscience que potentiellement il peut être la cible d'une attaque cyber, déjà, c'est un grand pas fait en avant. Il y a trop de chefs d'entreprise qui pensent qu'ils ne risquent rien. Et c'est malheureux parce que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est protégé, ni une petite ni une grande entreprise. Tout le monde risque de se faire attaquer. Donc déjà, sensibiliser au risque cyber, affiner la connaissance de la maturité cyber. C'est-à-dire qu'on va venir, on va analyser, faire un pré-diagnostic en surface, mais au moins voir un peu à quel niveau vous en êtes de la sécurité et peut-être mettre le point, recommander des axes d'amélioration, mettre le point sur des choses à améliorer, certaines peut-être plus urgentes que d'autres, pour diminuer au maximum le risque cyber. Et enfin, ça nous permet aussi de recueillir des données statistiques sur les cybermenaces et surtout l'état au niveau national, au niveau général, de la sécurité informatique dans les entreprises, pour derrière faire des opérations de prévention, pour dire attention, là, il y a des gros risques et donc n'hésitez pas à faire ceci ou à faire cela pour vous prémunir de ces risques. Donc on va voir comment se déroule ce pré-diagnostic. On vous envoie dans un premier temps donc au chef d'entreprise qui peut remplir avec le DSI s'il le souhaite, s'il y en a un questionnaire initial. Alors c'est bien de l'envoyer avant, comme ça le chef d'entreprise peut y réfléchir, peut demander des conseils au DSI s'il n'a pas toutes les réponses. Le chef d'entreprise remplit ce questionnaire. Et ensuite, nous, on vient, avec l'adjoint Vitas, on se déplace chez vous, et on va venir vous aider à remplir un autre questionnaire qui est un peu plus approfondi. Donc le premier questionnaire dure approximativement 30 minutes. Et ensuite, nous, on va venir, et il y en a à peu près pour 2 heures, et c'est juste un questionnaire. On ne va pas faire de pen testing, on ne va pas se connecter sur votre réseau. Le but, c'est de voir qu'est-ce que vous avez déjà en place et qu'est-ce qu'il va peut-être falloir continuer à mettre en place. Est-ce que vous avez des choses mises en place pour sécuriser votre système informatique, pour diminuer au maximum les risques si vous êtes attaqué, et pour, dans l'absolu, redémarrer derrière si vous êtes contaminé, si vous êtes corrompu. Donc tout ça, ça dure 2 heures, ce questionnaire. Ensuite, on va vous remettre un rapport écrit avec tout ce qu'on a constaté qui était très bien, ce qu'il va falloir remettre en place, ce qui serait bien de mettre en place. Attention, ça reste que des conseils, à aucun moment on impose quoi que ce soit, ce qu'il va falloir mettre en place peut-être rapidement. Et puis, ce qu'il faudra penser plus tard, comme il l'a dit, c'est chronophage, ça coûte de l'argent, donc évidemment, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Mais au moins, voilà, avoir en tête qu'est-ce qu'il faut faire le plus vite possible et qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place plus tard pour améliorer au maximum sa sécurité. Et voilà, proposer un plan d'amélioration. Pour en bénéficier, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, on a une adresse mail, une boîte mail, rien que pour ça, cybergente16@gendarmerie.intérieur.gouv.fr et le numéro de téléphone 05 45 37 50 51. D'accord, c'est nous que vous aurez en direct. Et donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. La gendarmerie de la Charente met en place également, et là c'est plus pour la prévention, un compte LinkedIn. Si vous êtes intéressé par l'actualité des actions de la gendarmerie sur la Charente, mais aussi des préventions qu'on peut faire suivant les événements sur ce compte, n'hésitez pas à aller voir sur ce LinkedIn de la gendarmerie de la Charente pour avoir toutes ces infos. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, on va continuer dans la lignée avec, on va dire, les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et on va commencer tout de suite par l'idéal, c'est-à-dire ce schéma de réseau d'entreprise, en fait, où votre connexion Internet, elle est sécurisée et filtrée par un pare-feu. Votre production en bas, elle est sauvegardée quotidiennement par un serveur de sauvegarde, pardon. Et puis si vous avez un peu d'argent, vous avez eu la possibilité de mettre en place un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité de service. Et bien sûr, tout votre parc, il est sécurisé par des antivirus et les pare-feux de vos PC. Donc là, c'est l'idéal, sauf que en fait, il manque un élément dans ce schéma. L'élément, c'est les collaborateurs. Et dans les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, c'est dans un premier temps de sensibiliser et d'impliquer les collaborateurs, en fait. Parce que finalement, il y a un facteur humain derrière tout ça, c'est que c'est le premier rempart de l'entreprise contre les menaces. Et ça concerne le dirigeant,
jusqu'au stagiaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça concerne absolument tout le monde. Donc l'idée, c'est quand même de sensibiliser tous les collaborateurs à la criticité des données et en leur précisant un peu quelles pourraient être les conséquences d'une attaque, tout ce dont on parle depuis une heure en fait. Parce que l'enjeu, c'est bien la pérennité de l'entreprise et puis des emplois finalement, ce dont parlait Simon tout à l'heure. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Un autre point essentiel, les mots de passe. Alors, concrètement, aujourd'hui, on estime que 35% des utilisateurs ont des mots de passe qui sont faibles et le reste, on estime qu'ils peuvent être découverts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hackers disposent de logiciels de calcul par force brute ou par dictionnaire qui sont capables d'analyser plus de 200 millions de combinaisons à la seconde. Et donc, évidemment, il faut avoir des mots de passe forts. Donc, en général, en ce moment, la norme, c'est d'avoir un mot de passe avec au minimum 12 caractères, avoir des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ça, c'est une obligation aujourd'hui, parce que sinon, effectivement, votre mot de passe, on peut le craquer en 3 minutes. L'idée, évidemment, aussi, c'est de le changer régulièrement. La norme, en ce moment, c'est tous les 3 mois. L'idée, c'est de changer votre mot de passe tous les 3 mois, qu'il ait au moins tous ces caractères-là. Et puis, en fonction des implications et de la criticité des données, c'est peut-être d'avoir aussi des mots de passe différents, suivant à quoi vous accédez. Donc, peut-être que avoir un accès à un logiciel comptable, il faudra mettre plus de caractères, il faudra qu'il soit plus fort qu'un mot de passe sur une autre application. Donc, c'est en fonction de la criticité des données, vous choisissez bien, en gros, les mots de passe que vous allez prendre. Et puis, évidemment, un mot de passe, c'est confidentiel. Donc, vous le donnez à personne, même pas au service informatique, il n'en a pas besoin. Il permet d'accéder à des données, donc évidemment, il faut le protéger, il ne faut pas le communiquer. Et puis, l'utilisez pas sur des ordinateurs qui sont partagés. Nous, on l'a vu plusieurs fois. En fait, on avait un espace multimédia où il y avait des gens qui se connectaient sur leur messagerie, en fait, via un navigateur web. Le mot de passe, il restait dans le cache à l'époque. Donc, on avait encore accès à leur message. C'est quand même dommage. Voilà, et puis attention aussi au matériel connecté. Si vous avez, je sais pas, un système de caméra de surveillance qui est administrable depuis Internet, en général, les mots de passe, c'est 4x0 ou admin. Donc, n'hésitez pas pour tout ce qui est matériel connecté aussi à changer les mots de passe. Alors, par contre, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrire ça genre dans un document Word ou un document Excel. Évitez aussi de sauvegarder le mot de passe dans le navigateur, le Chrome par exemple. Pourquoi? Parce que si vous faites pirater votre compte Google, votre compte Gmail, forcément, il aura accès à tous vos mots de passe, le pirate. On le voit souvent, nous, mais évitez d'afficher ça sur un post-it sur l'écran. Et puis, d'une manière générale, bannir les mots de passe type 1, 2, 3, 4, 5, 6, les dates de naissance et tout ce qui a un rapport avec le cercle familial et les réseaux sociaux, en fait. Donc ça, c'est primordial. Donc, nous, ce qu'on propose... alors déjà, d'une part, c'est d'activer la double authentification en fait. Vous l'avez avec votre banque. Sachez qu'aujourd'hui, avec la plupart des applications cloud, vous avez la possibilité d'activer la double authentification. Donc, c'est un code que vous allez recevoir par SMS et que vous rentrez après dans un deuxième temps. L'idée aussi, l'intérêt, c'est que vous choisissez les appareils qui sont capables de se connecter à ces comptes-là. Donc, en gros, il n'y a que votre PC et votre téléphone qui va pouvoir se connecter à l'application. C'est quand même important. Et puis, finalement, on voit que les services cloud qui disposent d'un système de double authentification, il y en a un paquet. Hein, on parle de Gmail, Hotmail, les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, etc. Et puis, les services Amazon. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter surtout à activer cette double authentification. Hop. Et on vous conseille aussi d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc là, on a pris un exemple, mais il en existe plein. Hein. Là, celui-ci, il est certifié par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous générer automatiquement un mot de passe complexe. Et après, ça vous permet, vous, de le stocker sans le connaître, en fait. Dans cette application-là, vous n'avez qu'un seul mot de passe à rentrer. Il faut qu'il soit complexe, mais après, il va vous générer automatiquement en fait les mots de passe. C'est un logiciel qui est gratuit, qu'on trouve sur https://keeppass.info et il est très bien. Voilà. Et il en existe d'autres, bien sûr. Les bonnes pratiques sur votre messagerie électronique. Donc la question à se poser,
enfin déjà une petite stat, 72% des intrusions sont liées à des emails frauduleux adressés au personnel. Voilà, les 2 tiers. En tout cas, les questions à se poser, c'est est-ce que ce courrier, il m'est vraiment destiné? Déjà, c'est de moins en moins vrai, mais il est souvent peu personnalisé, mais c'est vrai que les hackers font de gros efforts. Qui est l'expéditeur? Si vous ne le connaissez pas autant le jeter. Vous pouvez aussi passer la souris sur le lien, comme ça vous voyez dans votre navigateur où est-ce que ça vous emmène, est-ce que ça vous emmène sur le vrai site ou pas. C'est plus compliqué à faire sur un téléphone, je reconnais. Attention aussi au nom de domaine. Là, on voit l'exemple, impôt.gouv.org, ça n'existe pas. CAF.fr, ça n'existe pas non plus. Infocaf.org, etc. Donc, il faut bien faire attention aux extensions de nom de domaine. Et comme on voyait tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller directement sur le site et de ne pas cliquer sur le lien. Idem, si vous avez l'habitude d'avoir des correspondances avec une personne et qu'un jour, vous recevez un email de sa part avec des mails en anglais, ou dans le corps du message, c'est un peu bizarre, vous pouvez vous poser de sérieuses questions aussi. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une politique zéro confiance. Aujourd'hui, c'est un peu triste, mais on en est là, en fait. Donc voilà, pour vous faire une petite démonstration sur la messagerie. En tout cas, les questions qu'il faut se poser, c'est... alors oui, effectivement, toujours se connecter à partir du site web, mais toujours se poser la question de la légitimité des demandes exprimées. Je donne un exemple. Par exemple, je ne pense pas que je vais recevoir une contravention de la gendarmerie sur mon mail professionnel. Ça m'étonnerait. Bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est bien séparer les usages professionnels des usages personnels, en fait. Voilà. C'est un exemple comme un autre, mais gardez ça à l'esprit. On va parler de vos équipements. On en a parlé un peu aussi avec Simon. Il faut faire des sauvegardes. Donc, au niveau des sauvegardes, ce qu'il est conseillé aujourd'hui, c'est d'adopter un système qui est un système 3-2-1. C'est-à-dire que, à minima, vous gardez 3 copies de vos sauvegardes que vous mettez sur 2 supports différents et un qui est hors site. Dans le cloud, pourquoi pas, ou peu importe si vous avez plusieurs bâtiments. Mais en tout cas, ça, c'est la règle, mais à minima, si vous pouvez faire mieux, c'est mieux. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir des sauvegardes qui sont complètement déconnectées du réseau. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les ransomware, aujourd'hui, ils sont capables de vous crypter vos sauvegardes aussi. Et là, on a vu que les yeux pour pleurer. Donc ça, s'il y avait une seule slide à retenir, ça serait celle-là, en fait. Parce que sans ça, on ne peut pas repartir. Idem, sur les mises à jour, on pense souvent que c'est pour une mise à jour, c'est fait pour avoir de nouvelles fonctionnalités sur un logiciel. C'est surtout fait en fait pour avoir de nouveaux correctifs. Donc que ça soit sur vos systèmes d'exploitation, vos logiciels de bureautique, de gestion, les antivirus, les navigateurs web, les pare-feux, les firmware, des matériels, etc. Donc c'est vrai que les mises à jour c'est contraignant parce que souvent ça arrive le lundi matin, on allume l'ordi, il fait une mise à jour. C'est pas grave, il faut la faire quand même. Idem sur le téléchargement. L'idée, là encore, c'est de bannir les plateformes de téléchargement de shareware. Alors je ne veux pas parler de télécharger.com ou ce genre de choses, mais en tout cas, on trouve tout et n'importe quoi sur ce type de plateforme. Et l'idée, c'est d'aller plutôt sur le site officiel des éditeurs. En plus, si vous allez télécharger Acrobat Reader, enfin Adobe Reader sur télécharger.com, vous n'aurez pas la dernière version. Alors que si vous allez sur le site officiel de l'éditeur, vous êtes sûr d'avoir la dernière version et de ne pas avoir un malware à l'intérieur. Ok, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais aucun utilisateur de votre système d'information ne doit disposer des droits d'administrateur. C'est ce que recherchent en fait les hackers. C'est le droit suprême d'administration pour pouvoir installer des malwares. Donc ça, aujourd'hui, même nous, au niveau du service informatique, on n'a pas de droit d'administration. Et puis ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un logiciel craqué, il n'y a rien de gratuit en fait. On dit toujours ce qui ne vaut rien n'est rien, mais il y a plutôt en fait de mauvaises intentions derrière. On en a parlé rapidement aussi, mais c'est impératif de séparer les usages du professionnel du privé. Et il y a un phénomène qu'on a vu arriver dans ces dernières années, en fait, c'est ce qu'on appelle la BOD. C'est une pratique qui consiste, en fait, pour les collaborateurs, à utiliser leur équipement personnel dans un contexte professionnel.
Je donne un exemple. Je fournis une flotte de téléphones à mes commerciaux, une flotte de Samsung moyenne gamme. Et puis là, j'ai un de mes commerciaux qui me dit, ouais, mais moi, je suis plus iPhone. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il installe son compte de messagerie professionnelle sur son iPhone perso. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus aucun contrôle sur l'utilisation des appareils, en fait. Si jamais il se le fait voler, s'il le perd, s'il y a une intrusion ou une fuite de données, bah, je ne le saurai jamais, en fait. C'est toute la problématique dans la mesure où on est responsable des données de l'entreprise. Donc la VOD, c'est un point à prendre en compte et il faut peut-être pas l'accepter, même si ça peut coûter un peu d'argent. Bref, idem. On voit souvent hein, les clés, les disques durs des collaborateurs hein, qui ramènent au boulot. Là aussi, il y a un vrai danger. Hein. Ben, c'est peut-être arrivé par là, effectivement, chez Dumas, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas connecter de support amovible autre que ceux fournis par l'entreprise. Là, c'est des règles à mettre en place. Je vais faire un petit focus rapidement sur les smartphones. Hop. Ben, les smartphones et les tablettes, c'est finalement les équipements qui sont les moins bien protégés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'installer que les applications qui sont essentielles. Le reste, dans un cadre professionnel, autant les supprimer. Et puis, encore une fois, on a parlé de télécharger.com tout à l'heure. Bah, l'idée, c'est d'utiliser uniquement des applications que vous allez télécharger sur le store de Google ou de Microsoft ou d'Apple, mais avec des éditeurs reconnus. Ça ne sert à rien d'aller chercher des éditeurs dont vous ne connaissez pas vous connaissez pas la source forcément, quoi. Il peut y avoir des risques. Et encore une fois, séparer les usages professionnels du personnel. Dernier conseil sur la partie smartphone, mettez en place aussi une double authentification. On peut le faire avec des services cloud, on peut le faire aussi avec un smartphone. Et puis, si vous avez la possibilité, vous chiffrez les données de l'appareil. Là, c'est le dernier rempart que vous aurez. Parce que on le sait, hein, il y a finalement beaucoup de données sur nos téléphones, hein, et surtout des données personnelles. Donc, l'idée, c'est de pouvoir quand même chiffrer. Et puis, un dernier point, il y a un petit code sur votre téléphone qui s'appelle le code IMEI. Il serait bon de le connaître, en fait, parce que le jour où vous perdez où on vous vole votre téléphone, ou vous le perdez, pour pouvoir le bloquer à distance, il faut ce code-là. Et alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les services de la gendarmerie qui peuvent bloquer à distance. Alors, je suis pas sûr. Je vous raconterai peut-être des bêtises, mais mais en tout cas, il vous faut ce code pour bloquer votre téléphone à distance. Donc, il suffit que vous tapiez, vous appelez en fait avec votre téléphone, vous tapez étoile dièse 06 dièse et ça va vous donner votre code IMEI. J'en ai fini pour ma part, je crois, sur la partie bonne pratique. Je vais laisser la parole à Aurore qui va vous faire un petit focus sur la partie recrutement RH. Avec les problématiques de recrutement, on a de plus en plus de turnover dans les entreprises. Et moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était un zoom justement sur deux périodes très importantes de la vie professionnelle des collaborateurs dans l'entreprise. C'est la partie intégration et la partie départ. Donc, sachant que quand j'entends collaborateurs, et bien sûr utilisateurs du numérique, j'entends les permanents, mais également surtout les alternants et les stagiaires. On a des stagiaires qui sont parfois là même pour une semaine et ça peut être des failles de sécurité importantes dans le système d'information. Donc, on va peut-être moins parler technique, on va plus parler vraiment bonne pratique et réflexe, on va dire aux procédures. L'idée, c'est quelle que soit l'activité de l'entreprise et sa taille, c'est d'essayer de mettre en place des étapes pour pouvoir préparer l'intégration du collaborateur, notamment préparer le matériel, donc éviter de demander aux stagiaires d'apporter son matériel. Ça peut être ça peut permettre d'introduire des virus, des choses comme ça. Donc essayer de fournir du matériel professionnel qui va être paramétré par l'entreprise avec tous les antivirus et tous les systèmes de sécurité qui vont permettre donc de protéger le système d'information. Donc ensuite préparer l'ordinateur avec tous les logiciels dont va avoir besoin le collaborateur, mais également toutes les applications métiers, tous les systèmes de sauvegarde qui vont être nécessaires à sa mission.
Il est important également de créer les comptes en amont et notamment de bien réfléchir. Il y a un point très important qui est la gestion des droits d'accès. En fonction des logiciels qui vont être utilisés, tous les collaborateurs vont pas avoir accès aux mêmes fonctionnalités dans les différents logiciels métiers, bureautiques ou systèmes informatiques ou systèmes de sauvegarde. Donc, bien essayer de réfléchir en amont à essayer de paramétrer l'ordinateur, les accès, etc., en fonction vraiment de la mission du collaborateur. On a dans certaines entreprises des super logiciels qui sont très polyvalents, ce qu'on peut appeler des ERP, des systèmes de pareil qui vont gérer les comptes clients, GRC, qui vont gérer tout ce qui est système de fidélisation, d'encaissement, parfois même qui vont faire de la comptabilité de la gestion. Ça veut dire que si les paramètres sont pas en place correctement, le collaborateur va avoir accès à des données auxquelles il n'a pas à avoir accès puisque sa mission ne le justifie pas. Donc bien regarder ces systèmes-là et pareil sur tout ce qui est, on va parler réseaux sociaux avec les community managers, pensez bien à gérer les accès, changer les mots de passe quand les collaborateurs s'en vont parce que ça veut dire que certains collaborateurs peuvent partir avec des droits d'accès une fois qu'ils sont plus dans l'entreprise. Pareil, une fois que donc le collaborateur arrive, on peut préparer donc un temps d'intégration numérique. Donc pour lui présenter le matériel, lui remettre le matériel en main propre, lui présenter les différents types de logiciels et surtout avoir une période de sensibilisation à la cybersécurité et aux bonnes pratiques qui sont mises en place dans l'entreprise. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même s'il a été sensibilisé une première fois, nous on le fait de façon récurrente avec le service informatique, c'est de remettre à niveau les collaborateurs puisque les pratiques de cybermalveillance évoluent en permanence. Donc c'est bien de remettre à jour leurs connaissances en termes de cybersécurité et surtout de vigilance. Il faut impliquer les collaborateurs dans le système d'information, dans la protection du système d'information et ne pas hésiter à vulgariser aussi. Il y a énormément de termes techniques dans le numérique et dans la cybersécurité, expliquer les différents types d'attaques et expliquer les dangers et ce que ça peut impliquer pour l'avenir de l'entreprise et l'avenir de leur emploi. Parce que ça veut dire qu'une cyberattaque qui met à genoux une entreprise, ça veut dire que c'est leur emploi qui peut être mis, ils peuvent être au chômage technique, voire au chômage tout simplement, si l'entreprise est amenée à déposer le bilan. Donc, pareil, on est amené à mettre à jour, bien sûr, les logiciels, etc. Et bien former vos collaborateurs à l'utilisation des logiciels. Je fais une petite digression, mais on voit surtout avec ces super logiciels qu'on a aujourd'hui qui sont hyper polyvalents, on a des logiciels qui sont sous-utilisés et qui donnent pas, on va dire, les statistiques et la performance optimum parce que l'utilisation et les procédures ne sont pas respectées. Donc, pareil, pensez à remettre à jour, à remettre à niveau les connaissances de vos collaborateurs sur les logiciels qui sont utilisés. Donc, pour essayer de protéger votre système d'information, il y a des outils qui peuvent être mis en place, notamment la charte informatique, qui est un document donc avec vraiment une portée juridique où on va pouvoir décrire les droits et les obligations des salariés, donc ne serait-ce que pour l'usage du matériel professionnel, mais également pour l'utilisation des données. 3 objectifs pour ce document, donc apporter une sécurité juridique et technique donc aux données. Informer le collaborateur sur l'existence d'outils de surveillance également dans le système d'information, notamment dans la collecte des données, et prévenir toute utilisation abusive des outils informatiques, notamment pour bien séparer l'usage personnel de l'usage professionnel. Donc, autre période, même peut-être la plus importante, le départ du collaborateur. Donc, en fonction des responsabilités et des missions qu'il va avoir, on peut spécifier notamment dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur, des clauses de confidentialité qui vont même durer après le contrat de travail. Et ces clauses-là doivent être spécifiées. Donc, même si tous les collaborateurs sont soumis donc à la loyauté et à la discrétion, on peut accentuer, on va dire, cette responsabilité, cette protection avec donc des clauses de confidentialité. À bien distinguer des clauses de non-concurrence, qui sont des clauses qu'on peut également intégrer, mais qui sont monnayables et qui est une notion qui est complètement différente. Donc, prévoir des solutions pour assurer la continuité des échanges également dans la mission. Si on peut parler par exemple d'un commercial, c'est essayer de prévoir un tuilage avec son successeur ou à essayer de réfléchir à comment on va pouvoir assurer la continuité du contact client par mail, par téléphone, etc., sans perturber l'activité de l'entreprise.
Donc, quand le collaborateur va partir, donc bien penser à supprimer les comptes et désactiver les accès. Moi qui interviens un petit peu en entreprise, je peux vous donner des exemples qui parfois font froid dans le dos, hein. Notamment des personnes qui ont des sites internet de vente en ligne et les collaborateurs s'en vont avec des accès. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent accéder au back-office du site internet. Donc, ils ont accès aux données clients, aux commandes en cours, etc. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent modifier le site, ils peuvent aller copier les données, les coordonnées des clients, etc. Donc, ça veut dire que si les droits d'accès n'ont pas été coupés ou si les mots de passe n'ont pas été changés, le collaborateur a encore accès. Pareil, hein, pour la gestion de tout ce qui pouvait être Google My Business, réseaux sociaux. Pareil pour les logiciels qui vont être en ligne. Ou autres plateformes, hein, ne serait-ce que des plateformes comme Canva ou comme des utilitaires où tous les utilitaires, on va créer des accès des mots de passe si les mots de passe ne sont pas changés, parce que parfois les mots de passe et les identifiants sont les mêmes pour plusieurs collaborateurs. Donc ça veut dire que si on ne change pas le mot de passe, le collaborateur s'en va avec, donc il a accès même après la fin du contrat de travail ou la fin du stage, il a aussi accès à ces outils. Donc, l'organisation de la récupération du matériel aussi importante, notamment au départ, on peut essayer de mettre en place un document de remise de matériel et vérifier après que le matériel restitué est bien le bon et en bon état. Et donc, bien penser à réinitialiser des équipements, notamment si vous devez les réaffecter à d'autres collaborateurs, qu'il n'y ait pas de données qui traînent, que ce soit ordinateur ou téléphone portable, puisqu'on va essayer de faire durer un petit peu les téléphones et les ordis si on veut faire du numérique durable. Et ensuite, donc, essayer de sécuriser la préservation des données, puisque l'entreprise est responsable des données, notamment des données personnelles qu'elle collecte. Donc, bien mettre en place un système de surveillance, hein, de savoir s'il n'y a pas des dossiers qui ont été copiés massivement donc, sur les systèmes d'information de l'entreprise. Donc, focus télétravail, on est tous amenés depuis le Covid à télétravailler dans les différentes structures. Donc, bien vérifier qu'on fournit donc aux salariés du matériel qui est sécurisé et à jour. S'assurer que le salarié à son domicile a une connexion Wi-Fi sécurisée, WPA2. Et essayer de généraliser, l'accès VPN, permettre notamment de sécuriser, de crypter l'information quand le collaborateur va accéder donc au système d'information de l'entreprise. Parce que du coup, en conclusion, nous, je pense qu'on a fini notre petit atelier webinaire. Mais ce qu'on souhaite vous dire, c'est parce que c'est bien beau, on peut donner des conseils, mais après, qu'est-ce qu'on fait quoi, concrètement? Donc, en conclusion, nous, ce qu'on vous conseillerait, c'est de poser un peu votre système d'information sur le papier pour voir là où est-ce qu'il pourrait y avoir un manque de sécurité. Là, je vous ai montré un petit schéma tout à l'heure. Vous pouvez dire, effectivement, j'ai pas de pare-feu. Ça serait peut-être pas mal pour sécuriser ma connexion Internet, etc. De savoir, voilà. Dans un premier temps, posez un peu vos éléments matériels sur le papier. Et puis, on en a parlé aussi, regardez qui accède à quoi en termes de gestion de droits. Parce que, on l'a vu dans plein de boîtes, hein, mais des fois, tout le monde a accès à tout, en fait. Et le commercial, il n'a pas besoin d'accéder à la compta. Donc, l'idée, c'est d'avoir en termes d'accès logique, faire en sorte que telle personne n'accède pas à tel dossier. Et en cas d'attaque par ransomware, si tout le monde a les mêmes droits, ça bloque tout. Si les gens ont des droits différents, potentiellement, ça peut limiter certains risques. Donc, effectivement, regardez à qui accède à quoi. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, hein, mettez en place un diagnostic de maturité en fait par rapport à la cybersécurité. Est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs? Est-ce que ça peut être à plusieurs niveaux, hein, donc les diags, il y en a plein qui existent. Il y a celui de la gendarmerie, vous pourrez tester. Mais voilà, globalement, c'est bien aussi de voir un peu où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet-là. On en a parlé, sensibilisation des collaborateurs. Et puis, essayer de mettre en place des procédures pour réagir en cas d'attaque. Alors, une procédure, c'est j'appelle qui, comment ça se passe quoi. Concrètement, c'est ça. C'est pas forcément des lignes et des lignes, mais c'est juste savoir comment réagir.
Et puis globalement, une fois que vous serez vous aurez une maturité sur ce sujet-là, l'important c'est peut-être aussi de se faire accompagner par des professionnels et des experts qui eux suivent le sujet de très très près et qui pourront vous suivre en fait tout simplement. Voilà, nous ça serait un peu la feuille de route. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais qu'on pourrait mettre en place. Et bon, sachez que nous, on peut aussi alors, on en parlait en introduction, hein, peut-être vous accompagner sur certains sujets. On est prêt à en discuter, bien sûr. On a quelques équipes là-dessus. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Le dernier point, évidemment, pour moi, le plus important, c'est que toutes ces pratiques, elles sont bénéfiques uniquement si elles sont connues et appliquées par tous vos collaborateurs.